Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez un instant. Nous sommes le 22 septembre et il est désormais temps d'accueillir sur notre plateau Monsieur Christophe Barraud. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Christophe, je rappelle que vous êtes stratégiste et chef économiste chez Market Securities et vous êtes par ailleurs un économiste de renommée internationale puisque Bloomberg vous classe année après année meilleur prévisionniste du monde. C'est donc un honneur, Christophe, de vous recevoir sur notre plateau. On va commenter avec vous la décision de la Fed hier de remonter de 75 points de base son taux directeur. Certains anticipaient, 20% du marché anticipaient une hausse de 100 points de base. Pourquoi est-ce que Jérôme Powell s'est limité à 75 points de base selon vous? Je pense qu'il y avait une volonté de ne pas forcément surprendre encore plus le marché. Le marché avait déjà entamé un repricing des anticipations de taux d'intérêt sur le court terme. Maintenant, il y avait aussi une logique de regarder ce qui se passe, donc réunion par réunion, et donc de ne pas forcément brutaliser à la fois l'économie, mais aussi envoyer un signal trop négatif, d'autant que au-delà de la conférence de presse, on a eu beaucoup d'informations sur les éventuelles anticipations de taux futurs via les dot plots. Exactement, les dot plots. Alors les dot plots, je rappelle, c'est une moyenne, c'est la moyenne des anticipations des gouverneurs des banques centrales américaines qui anonymement disent à horizon 2023-2024 où pourraient se situer les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Quand on analyse les dot plots suite à la conférence de Jérôme Powell, ils sont annoncés à 4,6% en 2023 et 3,8% en 2024. C'est beaucoup trop, selon vous. On essaye de comprendre, alors la fourchette est très grande selon les économistes, en rapport au taux neutre, quel est le niveau des taux neutres aux États-Unis? Pour certains, c'est 4%. Est-ce que, selon vous, ça a du sens, ces 4%, ou ils sont plus bas, plus haut? Alors, c'est toujours difficile d'établir un niveau du taux neutre. L'idée, ce serait plutôt qu'il soit aux alentours des 3% ou quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant dans les dot plots sur l'effet signal, c'est qu'on comprend bien que la Fed aujourd'hui est prête vraiment à se focaliser uniquement sur l'inflation, quitte à avoir un gros ralentissement, voire une récession de l'activité économique, que les taux d'intérêt non seulement vont être relevés au-delà des attentes, mais que sur leurs projections vont rester très longtemps élevés. L'ensemble de 2023 pour finalement être baissé qu'en 2024. Donc on sent bien qu'on a un message qui est celui de, voilà, on va avoir une politique restrictive à très court terme, on va durcir la politique monétaire et elle restera, on aura un taux d'intérêt élevé pendant toute la durée de 2023. Donc avec cet objectif que ça puisse entraîner un ralentissement de l'inflation, mais avec un taux d'intérêt aussi élevé au-dessus du taux neutre, ça implique aussi d'avoir des pressions à la baisse sur la croissance. Mais c'est certain, les ménages vont être exsangues. Probablement, les ménages et les entreprises vont se retrouver dans des situations délicates, du coup. Alors, il y a deux paramètres. Il y a les dépenses des ménages, les dépenses réelles qui vont vraisemblablement être affectées aussi via l'effet taux d'intérêt sur tout un tas de choses. Mais on pense surtout au secteur de la construction qui est extrêmement dépendant du niveau des taux d'intérêt. On a vu que les emprunts hypothécaires, par exemple les emprunts hypothécaires à 30 ans, les taux associés à ces emprunts-là ont progressé très nettement puisqu'on est quasiment sur du 6,50. Or, on sait qu'au-delà des 5%, il y a un impact significatif sur la demande. Et ça, c'est déjà traduit dans les chiffres par une baisse du nombre de ventes sur l'existant, sur le neuf. Et on commence même à avoir des baisses de prix. Donc, on en a enregistré en juillet, en août. Donc ça a un impact assez significatif sur la construction. Sur la construction, marché essentiel aux États-Unis. Vous parliez des prévisions de croissance et d'inflation qui ont été données par la Réserve fédérale américaine. Donc je rappelle que pour 2022, ils anticipent 0,2% de croissance contre 1,7% précédemment. Concernant l'inflation, ils l'anticipent à 5,4%. Alors c'est la CPI, c'est pas la PCE, à 5,4% contre 5,2% précédemment. Non, et pour la PCE, 2,8 contre 2,6 anticipés. Donc on comprend qu'il voit une accélération légère de l'inflation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces prévisions? Sur l'inflation, ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières prévisions datent du mois de juin. Donc le temps de mettre à jour un petit peu leur modèle, c'était cohérent, on s'attendait à une révision à la hausse des prévisions d'inflation, donc ça c'est pas vraiment choquant pour 2022. Pour 2023, nous notre idée c'est qu'ils sont beaucoup trop optimistes sur les prévisions de croissance 2022-2023.
que si on prend exactement la même mesure que sur 2022, on s'attend plus à un chiffre négatif aujourd'hui. D'accord. Donc ce qui implique des effets de base négatifs pour 2023. Qu'ils sous-estiment l'impact de leur politique sur la croissance. Aujourd'hui, ils ont plutôt un discours qui est, voilà, on va relever les taux, on aura quelque chose qui va ressembler à un soft landing, donc un impact limité sur l'activité, donc ce qui nous semble un petit peu optimiste. Et en termes d'inflation, on pense aussi qu'on aura vraisemblablement un ralentissement de l'inflation l'année prochaine qui sera plus marqué que ce que nous anticipe la Fed. Pour tout un tas de raisons, que ce soit un retracement possible du prix des biens alimentaires, prix des biens énergie et essence, qu'on a déjà observé depuis la mi-juin, et tout un tas de paramètres sur les services aussi qui devraient peu à peu se normaliser dans les mois à venir. Ok, donc selon vous, la Réserve fédérale américaine est dans les choux concernant ces prévisions? Disons que... Ouais, dans les choux, j'exagère, mais est-ce que c'est des prévisions qui sont faites juste pour rassurer le marché? C'est de la crédibilité qu'elle cherche à gagner, à regagner? Disons que c'est la Fed n'a pas forcément pour rôle de faire des prévisions parfaites. Elle a pour rôle d'envoyer un signal au marché, essentiellement sur les taux d'intérêt, l'inflation et le marché de l'emploi, qui sont aussi les deux derniers points sont dans leur mandat. Maintenant, c'est aussi compliqué d'envoyer un signal qui est on va durcir la politique monétaire, vous allez avoir une récession, etc. Donc, un effet signal qui est on garde toujours un petit peu d'optimisme dans nos annonces. Mais la réalité, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même le fait de sous-estimer l'impact sur l'activité économique. De leur politique monétaire, ça, ouais. On est clairement sur déjà 2 trimestres négatifs, T1, T2. À peu de choses près, on pourra avoir un T3 négatif. Et sachant ce qui est en train de se passer maintenant, on peut ne pas exclure en fait d'avoir aussi un T4 négatif à un moment. Donc ça, je pense que c'est pas forcément bien pris en compte. Et la difficulté aussi, c'est l'impact sur le marché immobilier. C'est que les prix donc, ont déjà commencé à baisser en juillet. Et si ça s'accélère, c'est un secteur qui peut devenir relativement incontrôlable. En termes d'emploi aussi? En termes d'emploi sur la construction. Et surtout, le marché immobilier, même si c'est une part limitée de la croissance américaine, il y a un effet d'entraînement sur beaucoup de choses. Donc en perdant un peu le contrôle sur cette partie, il peut y avoir tout un tas d'externalités négatives qui aujourd'hui sont absentes de ces prévisions-là. Et que vous avez identifié, vous dites que justement le marché immobilier, déjà il y a des premiers signes d'essoufflement, voire même de contraction. Exactement. Et ça, c'est un peu ce qui nous fait peur sur le volet croissance. Et après, sur l'inflation, on sent aussi que la Fed est dans une phase où elle va avoir plutôt ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'elle va attendre de voir que le chiffre de l'inflation baisse, qu'elle va regarder plutôt des indicateurs coïncidents ou retardés. Cette fois-ci, elle va être sûre de son coup et ne pas reproduire l'erreur de l'année dernière, donc, où elle avait qualifié l'inflation de transitoire. Mais ça implique aussi que l'inflation risque de baisser très rapidement et à un moment, alors c'est pas pour tout de suite, on pourrait rapidement passer de il y a trop d'inflation à il y a peut-être un risque de déflation. Et là, alors, on n'y est pas tout de suite, mais c'est une question qui pourrait se poser pour 2024, du coup. Même pour fin 2023, fin 2023 en fait. Ouais, tout dépend, alors ça dépend de l'activité économique américaine, ça dépend de tout un tas de paramètres géopolitiques, des prix de l'énergie, etc. Mais on sent que ce risque-là, en fait, qui est un peu extrême, qui n'est pas le scénario de base, la probabilité de se réaliser augmente dans le nouveau cadre qui est défini par la Fed. Dans le nouveau paradigme de lutte contre l'inflation défini par la Réserve fédérale américaine. Merci beaucoup pour ces précisions. Christophe, on va basculer sur la Chine. On va essayer d'analyser la Chine avec vous. Est-ce que rapidement vous pouvez, donc la Chine qui fait face à un recul de sa croissance, qui est impactée par cette politique zéro Covid qui, c'est pas à nous de la juger, mais qui semble avoir un impact réel sur sa croissance. Le gouvernement, les autorités chinoises ont décidé de mettre en place un plan de relance. Est-ce que vous pouvez nous le détailler très rapidement ? Alors, très rapidement, il faut savoir que les autorités chinoises sont déjà intervenues en mai avec un plan avec 33 mesures, que suite aux chiffres du T2, donc, qui ont mis en évidence une contraction de l'activité pour la première fois depuis le début de la pandémie, donc le T1 2020, ils ont décidé de mettre en place des nouvelles mesures, donc 19 mesures annoncées à la fin août.
La plupart de ces mesures sont centrées sur la dépense publique, les plans d'infrastructure, quasiment 1 trillion de yuan qui s'orientent sur ce segment-là. Donc l'idée des autorités chinoises, c'est de relancer l'activité par la dépense publique, par tout ce qui va être, on dira, les grands travaux, dans une logique qu'on a déjà vue par le passé. C'est comme ça qu'ils étaient sortis de la contraction au T2 2020. Maintenant, l'effet d'entraînement sur les autres secteurs est limité. Pour 2 raisons. Donc, le maintien de la politique zéro Covid qui, à notre sens, durera au moins jusqu'à la fin du premier trimestre 2023. Parce qu'on aura le nouvel an chinois, donc beaucoup de mouvements, qu'il y aura une volonté de limiter le mouvement à ce moment-là, de renforcer la politique sanitaire en vaccinant les personnes très âgées, où la Chine a un petit retard par rapport à d'autres pays, notamment les pays développés. Donc ça, la politique zéro Covid, on le voit très bien, ça impacte l'activité. Petite statistique sur le trafic aérien, au moment où on se parle, on est quasiment toujours en baisse, entre 35 et 40% par rapport à la même époque l'année dernière. Donc c'est significatif. Et l'autre point sur la croissance chinoise, c'est le marché immobilier. Aujourd'hui, vous avez un marché immobilier qui est sous pression, puisque les ventes se replient. Sur les dernières statistiques sur les prix immobiliers, au mois d'août, sur les ventes de logements neufs, on était sur 12 mois consécutifs de baisse. Et sur toute la partie vraiment dépenses, construction, en termes de contribution au PIB, c'est très clairement négatif. Donc ça va rester un frein à très court terme. Plus tout ce qui va toucher la mobilité, l'hospitalité, l'hôtellerie, restauration. On peut avoir un rebond de la croissance chinoise au T3, mais il sera limité. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant la dépense publique chinoise, mais est-ce que derrière la consommation privée va prendre le relais? Et dans ce scénario-là, la fenêtre de tir à très court terme, elle semble limitée. Elle semble limitée dès lors. Alors, est-ce que les prévisions de croissance de 5,5% sont tenables selon vous? Alors, prévisions du gouvernement, personne ne pense qu'ils pourront les atteindre. Le consensus se situe aux alentours de 3,5 pour cette année et il semble également un petit peu optimiste. Même à 3,5, c'est optimiste. Même à 3,5, ça semble légèrement optimiste et ça nécessite un rebond au 3e trimestre important et pas de perturbation sur le 4e trimestre. Donc en gros, un peu le scénario parfait. Or, on sait qu'on est dans un monde un peu complexe, surtout d'un point de vue géopolitique. Et on sent aussi que sur la demande extérieure, sur laquelle la Chine s'appuyait, il y a des signaux plutôt pessimistes, que ce soit l'activité dans la zone, donc en Corée du Sud, à Taïwan, et ensuite sur les pays développés, donc en Europe, surtout en Allemagne, et aux États-Unis, dans le scénario que j'ai décrit, on a aussi des pressions sur le consommateur américain. Exactement. Du coup, dernière question, Christophe, est-ce que la Chine a encore les moyens de ses ambitions? La Chine, Pékin qui s'est rapproché de Moscou, qui dit qu'elle sera un support à l'économie russe, la politique africaine également chinoise tout ça s'est remis en cause finalement. Ça peut potentiellement être remis en cause. Remis en cause, je dirais peut-être pas jusque-là, mais ralenti en termes de dépenses et avec un focus plus sur la situation domestique à court terme, ça me semble évident. D'autant qu'on a le congrès du Parti communiste le 16 octobre. Donc recentrer les efforts sur la Chine à très court terme, ça me semble être le scénario à privilégier. Et la dépense extérieure, le prêt à d'autres nations, on va peut-être être mis un petit peu de côté, dans un monde où aussi la croissance mondiale va être revue en baisse. Ok, très clair. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup pour votre temps, vos explications. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Market Securities. On va marquer une ultime pause. Juste après, c'est notre point bourse et ça sonnera la fin de cette édition du 22 septembre. A tout de suite sur TFinance.